Fais le virement d'ici demain matin. La voix de mon père grésillait dans le haut-parleur de mon téléphone, avec ce ton autoritaire qu'il avait perfectionné pendant plus de 30 ans à obtenir exactement ce qu'il voulait. Je remuais une sauce pour pâtes, le téléphone coincé entre mon épaule et mon oreille, et j'ai failli laisser tomber la cuillère en bois dans la casserole. Papa, on en a déjà parlé. Je n'enverrai plus d'argent à Marco. Elena, c'est ton frère. La famille aide la famille. J'ai laissé échapper un rire amer. La famille, vraiment? C'est pour ça que Marco ne m'a pas parlé depuis 2 ans, sauf quand il a besoin de quelque chose? C'est pour ça qu'à Noël dernier il n'est même pas venu, mais m'a envoyé un message 3 jours plus tard pour me demander 2000 €. Silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de mon père est revenue, plus dure, plus froide. Ton frère traverse une période difficile. Il a besoin de notre soutien. Il a 34 ans, papa. Il traverse une période difficile depuis qu'il a abandonné l'université à 21 ans. À partir de quand ça cesse d'être une mauvaise passe pour devenir simplement le résultat de ses choix de vie? J'entendais mon père respirer lourdement. Je connaissais ce son. Il signifiait que je le poussais vers la limite, vers cette explosion qui me terrifiait quand j'étais enfant. Mais je n'étais plus une enfant. J'avais 32 ans, j'étais ingénieur logiciel dans un cabinet de conseil à Bruxelles, avec mon propre appartement que j'avais mis des années à acheter, et une colonne vertébrale que j'avais enfin appris à utiliser. Elena Maria Bergström, écoute-moi bien. Non, papa, toi écoute-moi. J'ai donné à Marco plus de 15 000 € ces 5 dernières années. 15 000. Et qu'en a-t-il fait? A-t-il terminé ses études? Monter une entreprise comme il le promettait? Consulter un thérapeute? Non. Il a dépensé l'argent Dieu sait où, probablement pour cette horrible petite amie et leur week-end à Ibiza, pendant que moi je mangeais des repas préparés à l'avance et que je sautais mes vacances. Il a eu des revers. Il est le revers. Ma voix a monté malgré moi. L'eau des pâtes débordait. J'ai baissé le feu, la main tremblante. Et tu sais ce qui est le pire? Tu ne me demandes jamais comment je vais. Tu ne dis jamais, Elena, comment ça va au travail? Ou, Elena, est-ce que tu vas bien? C'est toujours Marco par-ci, Marco par-là, Marco a besoin d'aide. Et moi alors? Toi, tu vas bien. Tu as un bon travail, un bel appartement. Parce que je me suis battue pour ça. Parce que j'ai travaillé comme une folle pendant que Marco faisait la fête. Parce que j'ai choisi un boulot corporate ennuyeux au lieu de me chercher en Asie du Sud-Est pendant 3 ans. Parce que j'ai fait des choix responsables. Il y eut une pause. Quand mon père parla de nouveau, sa voix était dangereusement calme. Donc tu refuses d'aider ton frère. Je refuse de continuer à l'encourager dans son irresponsabilité, oui. Très bien. Le mot tomba comme un marteau. Prépare-toi à faire face à un procès de 100 000 €. Je me suis figée. Quoi? Tu as bien entendu. Si tu refuses d'aider ton frère volontairement, nous engagerons une action en justice. L'argent que ta grand-mère t'a laissé dans son testament? Nous avons des motifs pour le contester. Marco était aussi son petit-fils, et la répartition était injuste. Nous avons déjà un avocat prêt à déposer le dossier. Pendant un instant, je n'ai plus réussi à respirer. Mamie Astrid était morte 3 ans plus tôt et m'avait laissé 100 000 € dans son testament. Cet argent devait être mon filet de sécurité, mon avenir, peut-être l'apport pour un logement plus grand ou le lancement de mon propre cabinet de conseil. Elle avait laissé 25 000 € à Marco, qu'il avait dilapidé en 8 mois dans une aventure de crypto-monnaie ratée, persuadé que ça le rendrait riche. Et maintenant, mon père me menaçait de me le prendre. Quelle audace! Une audace absolue. Et puis, quelque chose s'est produit, quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai commencé à rire. Pas un petit rire poli. Pas un gloussement nerveux. Un vrai rire, profond, incontrôlable, qui m'a obligé à m'appuyer contre le plan de travail de la cuisine. Elena? Elena, ce n'est pas drôle. Oh mon Dieu, ai-je haleté entre 2 éclats de rire. Oh mon Dieu, papa, c'est la chose la plus drôle que j'ai entendue cette année. Tu crois que c'est une plaisanterie?
Nous sommes parfaitement sérieux. Je sais. C'est justement pour ça que c'est tellement hilarant. J'ai essuyé les larmes sur mes joues. Papa, s'il te plaît, dépose ce procès. Je t'en supplie. Quoi? Fais-le. Traîne-moi en justice. Je ne demande que ça. Un silence confus s'est installé à l'autre bout du fil. Je pouvais imaginer son visage, rouge et furieux, totalement déstabilisé par ma réaction. Parce que voilà ce que mon père ne savait pas, ce que Marco ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait. J'avais absolument toutes les preuves. Quand mamie Astrid était en train de mourir, elle ne s'est pas réveillée un matin en décidant au hasard de me laisser plus d'argent. Nous avions parlé. Longuement. Des conversations longues et douloureuses sur la dynamique familiale, sur Marco, sur les années de favoritisme de mon père, sur la complaisance silencieuse de ma mère. Elena, m'avait-elle dit un après-midi à l'hôpital, sa main parcheminée serrant la mienne, je vois ce qu'ils te font. Je vois comment ils te traitent comme un distributeur automatique. Comme si ta seule valeur était ce que tu peux fournir. Mamie, ne. Non, laisse-moi finir. Ses yeux étaient durs malgré son corps affaibli. Je te laisse plus d'argent parce que tu es la seule qui ne m'a jamais rien demandé. La seule qui vient me voir parce qu'elle en a envie, pas parce qu'elle espère que je lui glisse un peu d'argent. Tu es la seule qui a vraiment fait quelque chose de sa vie. Elle m'avait fait promettre d'utiliser cet argent pour moi, et seulement pour moi. Ne les laisse pas te culpabiliser pour le partager, avait-elle murmuré. Ils vont essayer. Ton père te fera passer pour égoïste. Mais Elena, tu n'es pas égoïste. Tu es juste la seule qui ne l'est pas. Et elle avait tout documenté. Chaque conversation avec son avocat. Chaque raison derrière sa décision. Elle m'avait même écrit une lettre, notariée et signée par des témoins, expliquant clairement ses volontés. Son avocat avait conservé des copies de tout. Mais ce n'était pas tout. Au fil des années, j'avais gardé des preuves. Chaque fois que j'avais envoyé de l'argent à Marco, je lui avais fait signer un contrat de prêt. Il ne les lisait jamais, se contentant de griffonner sa signature en promettant de me rembourser, bientôt. J'avais des emails, des messages, des virements bancaires, tous datés et archivés. J'avais des captures d'écran des publications de Marco sur les réseaux sociaux, où il se vantait de dîners coûteux et de billets de festival, publiés les mêmes semaines où il prétendait ne pas pouvoir payer son loyer. J'avais des messages de mon père me mettant la pression, me culpabilisant, parfois même me menaçant vaguement si je n'aidais pas Marco. Honnêtement, je me préparais à ce moment depuis des années. Une partie de moi avait toujours su que ça finirait ainsi. Que mon refus de continuer à jouer le jeu les pousserait, un jour, à montrer leur vrai visage. Elena, de quoi tu parles? La voix de mon père avait perdu de son assurance. Papa, sais-tu ce que mamie a dit à son avocat quand elle a rédigé son testament? As-tu la moindre idée de ce qu'elle a documenté? Silence. Elle lui a tout raconté. Le fait que Marco lui ait volé 3 000 € dans son sac après son AVC. Le fait que tu lui aies emprunté 20 000 € pour la « bonne opportunité commerciale » de Marco et que tu ne les aies jamais remboursés. Les années passées à te voir favoriser Marco, excuser Marco, protéger Marco, tout en attendant de moi que je me taise et que je sois la responsable de service. Elle était confuse vers la fin. Elle était parfaitement lucide, et son avocat en témoignera. Elle a même passé une évaluation cognitive complète précisément pour que personne ne puisse prétendre qu'elle n'était pas saine d'esprit. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle savait que tu tenterais ce genre de choses. J'entendais la respiration de mon père s'accélérer. Et papa? J'ai tous les contrats de prêt que Marco a signés. Tous. 15 000 € de documents signés dans lesquels il promet de me rembourser. Des preuves que l'argent que je lui ai donné était des prêts, pas des cadeaux. Alors si on va au tribunal, devine ce que je vais déposer? Tu n'oserais pas. Une contre-plainte de 15 000 € plus intérêt contre Marco. Et tu sais quoi d'autre? Je demanderai ses relevés bancaires. Ses réseaux sociaux. Ses relevés de carte de crédit. On montrera exactement au juge comment il dépensait son argent tout en se prétendant fauché. Les voyages à Ibiza? Le nouvel ordinateur de gaming?
La moto qu'il a achetée puis revendue 6 mois plus tard? Tout est documenté en ligne, parce que Marco ne peut pas s'empêcher d'exhiber son train de vie. Elena, tu es vindicative. Non, papa, je suis intelligente. Tu veux jouer au jeu juridique? Jouons. Mettons tout sur la table devant un juge. Les volontés clairement exprimées de mamie, ses raisons documentées, sa parfaite lucidité. Le schéma d'irresponsabilité financière de Marco est ton schéma d'encouragement. Les emails où tu me traites d'égoïste parce que je refuse de financer son mode de vie. Parlons du fait que tu n'as pas contribué d'un seul euro à ton propre fils tout en exigeant que je me ruine pour lui. Le silence dura si longtemps que je crus qu'il avait raccroché. Ta mère va être dévastée, dit-il enfin, d'une voix plus petite. Maman est dévastée depuis des années à te voir favoriser Marco. Elle ne veut juste pas l'admettre. Je remuais ma sauce pour Pat, qui avait miraculeusement survécu à mon inattention. Tu sais quoi, papa? J'espère vraiment que tu vas déposer cette plainte. Parce que ça forcera enfin tout à sortir au grand jour. Plus de culpabilisation murmurée au repas de famille. Plus de balayage sous le tapis. Juste des faits, des preuves et des conséquences. Tu traînerais notre famille devant les tribunaux? C'est toi qui as menacé en premier. Moi, je fais juste sauter ton bluff. Et c'était un bluff. Je l'entendais maintenant dans sa voix, cette hésitation, cette prise de conscience qu'il était allé trop loin. Il s'attendait à ce que je cède, comme toujours. À ce que je sois la bonne fille, la pacificatrice, celle qui avale son ressentiment et signe le chèque. J'ai besoin d'y réfléchir, marmonna-t-il. Fais ça. Et papa? Pendant que tu réfléchis, pense peut-être au fait que Marco a 34 ans et n'a jamais affronté une seule vraie conséquence de sa vie. Pense peut-être que ton « aide » ne l'aide pas du tout. Pense peut-être que traiter ses enfants de manière égale ne signifie pas donner plus à celui qui exige plus. J'essaie juste de l'empêcher d'échouer. Tu ne peux pas. C'est ça que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'échouer s'il est déterminé à faire de mauvais choix. Tout ce que tu fais, c'est retarder l'inévitable et m'entraîner avec lui. À un moment donné, il doit apprendre à nager ou à couler tout seul. Et s'il coule? Alors il apprend à nager. Ou pas, et il en subit les conséquences naturelles. Mais dans tous les cas, ce n'est pas à moi d'être son gilet de sauvetage à vie. J'entendis un son qui ressemblait peut-être à des sanglots, ou peut-être juste à une expiration brusque. Difficile à dire. Je pensais qu'on t'avait mieux élevé que ça, dit-il doucement. Vous m'avez élevée pour être autonome, travailleuse et responsable. Mission accomplie. Le problème, c'est que vous n'avez élevé qu'un seul enfant de cette façon. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient lorsque j'ai reposé le téléphone. Les pâtes étaient prêtes. Je les ai égouttées machinalement, mélangées à la sauce, dressées dans une assiette. Puis je me suis assise à la petite table de la cuisine de mon appartement, celui pour lequel j'avais travaillé si dur, et j'ai dîné seule, le cœur battant à tout rompre. Papa n'a pas intenté de procès. Bien sûr que non. 3 jours plus tard, maman a appelé. Elle pleurait, disant que j'avais brisé le cœur de papa, me demandant comment j'avais pu être aussi cruelle, répétant que la famille ne menace pas la famille avec des actions en justice. Maman, c'est lui qui m'a menacée en premier. Il essayait juste d'aider Marco. À mes dépens. Toujours à mes dépens. Nous sommes tes parents. Tu es censé nous respecter. Et vous êtes censé aimer vos enfants de manière égale. Elle m'a raccroché au nez. Marco m'a envoyé une série de messages complètement déchaînés, m'insultant de toutes les manières possibles, disant que j'étais une salope égoïste qui avait toujours été jalouse de lui, affirmant que j'avais ruiné sa vie. J'ai bloqué son numéro et je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pendant 2 mois, mon téléphone est resté silencieux. Aucun appel de la famille, aucune culpabilisation, aucune exigence. C'étaient les 2 mois les plus paisibles que j'avais connus depuis 10 ans. Puis, à Noël, j'ai reçu une carte de maman. Juste une carte, avec un mot très court, « Tu nous manques ». Avec amour, maman. Pas d'excuses. Aucune reconnaissance de ce qui s'était passé. Juste,
Tu nous manques. Je n'ai pas répondu. En janvier, ma tante a appelé la sœur de maman, qui avait toujours été la seule voix saine au milieu du chaos familial. Elena? C'est tante Sophie. J'ai entendu ce qui s'est passé. Laisse-moi deviner, ils t'ont dit que j'étais une fille horrible. En fait, ta mère m'a dit que ton père avait menacé de te poursuivre pour ton héritage, et que tu avais appelé son bluff si fort qu'il se cache dans son bureau depuis 2 mois. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'est étonnamment précis. Bravo, ma chérie. J'aurais aimé faire la même chose avec ton oncle il y a des années. Parfois, la famille a plus besoin de limites que d'argent. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Elle m'a raconté des choses que je n'avais jamais su, comment papa avait toujours été l'enfant chéri dans sa propre famille, comment il n'avait jamais appris à gérer la déception, comment il avait projeté tous ses rêves inachevés sur Marco. Comment maman avait essayé de compenser en étant plus dure avec moi, pensant que cela me rendrait plus forte. Ça m'a rendue plus forte, ai-je dit. Mais aussi plus seule. Je sais, ma chérie. Je sais. 3 mois après cet appel avec papa, j'ai reçu un email. De Marco. Elena, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. J'ai trouvé un travail. Ce n'est que du travail d'entrepôt, rien de prestigieux, mais c'est à plein temps et le salaire est correct. Je vois aussi un thérapeute. Une idée de papa, crois-le ou non, même si je pense qu'il voulait surtout m'aider à gérer ta trahison, ou je ne sais quoi, mais ça m'aide en réalité sur beaucoup d'autres choses. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes ou quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches que j'essaie. Pour ce que ça vaut, je suis désolée. Pas pour la menace de procès, ça, c'était entièrement papa, mais pour toutes les fois d'avant. Tu avais raison. J'ai été un parasite. Bref. Prends soin de toi. M. Je l'ai lu 5 fois, cherchant le piège, la manipulation, la demande d'argent dissimulée dans les excuses. Il n'y en avait pas. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il m'a fallu 1 semaine pour formuler une réponse. Marco, je suis contente que tu travailles et que tu te fasses aider. J'espère que cela continuera. J'ai encore besoin de temps avant que nous puissions avoir une vraie relation, mais j'apprécie que tu m'aies écrit. Cela fait maintenant 1 an depuis cet appel avec papa. Lui et moi ne nous sommes pas reparlés. Maman envoie parfois des messages auxquels je réponds de temps en temps, en restant poli et en surface. Marco et moi échangeons des emails tous les quelques mois, des nouvelles de sa vie, de sa thérapie, de sa lente marche vers une véritable indépendance. Ce n'est pas encore une relation, mais c'est quelque chose. Les 100 000 € sont toujours à moi, placés prudemment, et ils fructifient régulièrement. J'en ai utilisé une partie pour verser un acompte sur un petit chalet dans les Ardennes, mon propre refuge. J'ai pris mes premières vraies vacances depuis des années, 2 semaines au Portugal, seule, à lire des livres sur la plage et à manger des pastéis de nata jusqu'à en être malade. J'ai lancé ma propre petite activité de conseil en parallèle. Rien d'énorme pour l'instant, mais c'est à moi, construit avec mon argent, mes compétences, mes choix. Et tu sais quoi? Je suis heureuse. Vraiment, sincèrement heureuse, d'une manière que je n'avais pas connue depuis l'enfance, avant d'apprendre que mon rôle dans la famille était d'être la responsable, celle qui donne, celle qui répare. Parfois, je repense à la menace de papa, à la peur qu'il a dû ressentir quand il a compris que je m'étais réellement préparée à son pire scénario. À son choc de voir que la fille qui cédait toujours avait enfin des griffes. Mais le plus souvent, je pense à mamie Astrid, à son regard farouche dans cette chambre d'hôpital, à son murmure, « Ne les laisse pas te rapetisser, Elena. » Je ne suis plus petite, mamie. Je ne suis plus petite du tout. Et ce procès qu'ils ont menacé d'intenter? Celui qu'ils n'ont jamais déposé? C'était le plus beau cadeau qu'ils ne m'ont jamais fait, parce qu'il m'a enfin donné la permission de me libérer.